La pauvre serveuse a risqué sa vie pour sauver un petit garçon, sans imaginer qu'il était le fils du gouverneur. Camille Moreau, 26 ans, se levait chaque matin à 6 heures précises, avec la régularité d'une horloge oubliée, sur une étagère. Dans le petit appartement de la rue des Marronniers, au 4e étage sans ascenseur, les murs étaient fins et les jours semblables. Elle partageait cet espace modeste avec sa grand-mère, Odette, clouée au lit depuis plus d'1 an, le souffle court et les yeux souvent perdus entre souvenirs et douleurs. Le réveil ne sonnait jamais. C'était la toux de sa grand-mère, qui signalait le début de chaque journée. Camille traversait la cuisine silencieuse, préparait une infusion aux herbes, changeait les draps humides de sueur et nourrissait le vieux chat famélique qui miaulait sans cesse. Ensuite, elle enfilait son uniforme beige de serveuse, nouait ses cheveux châtains en un chignon approximatif et partait sous les nuages gris de Lyon vers le café des Tilleuls. Elle descendait à pied, traversant les rues avec la discrétion du nombre, saluant parfois les boulangers ou les chauffeurs de tram qui ne répondaient jamais. Le café des Tilleuls n'avait rien de poétique. Ses tables en bois collant, ses banquettes râpées et ses néons fatigants lui donnaient un air de fin d'époque. Les habitués ne se donnaient même plus la peine de lever les yeux quand Camille arrivait avec leurs commandes. Elle déposait les expressos, les croissants, tièdes et les jus d'orange sans un mot, effaçait les miettes avec un geste précis, toujours ignoré. Le chef, Gérard, un homme au ventre généreux et à la voix cinglante, lui parlait à peine. Il notait ses horaires à la minute près, mais n'avait jamais retenu son prénom. Pour lui, elle était la petite. Dans ce quotidien figé, Camille rêvait parfois mais furtivement. Elle regardait par la vitrine du café les passants empressés, les jeunes filles en manteaux élégants, les hommes d'affaires au téléphone, et se demandait ce que cela ferait de vivre autrement. Une vie où elle ne serait pas invisible, une vie où sa voix compterait. Mais chaque fois que cette pensée se formait, elle était écrasée par le poids des obligations, les médicaments de sa grand-mère, le loyer à payer, les économies qui s'épuisaient. Elle n'avait ni le luxe ni le droit de rêver. Ce matin-là, la pluie tombait avec une insistance presque violente. Les gouttes martelèrent les vitres comme si elles voulaient entrer. Camille, arrivée tôt au café, avait allumé les lumières en silence et préparé les premières cafetières. Le sol était glissant, les clients grognons. Elle avançait avec la prudence d'une funambule, évitant les commentaires déplacés, les pourboires oubliés, les regards transparents. Le jour passa comme les autres, lent, répétitif, sans éclat. Mais alors que la pendule au mur indiquait 8 heures du soir et que Camille enfilait son imperméable pour courir vers l'arrêt de bus, un détail rompit la monotonie. Une silhouette immobile sous la pluie, au coin de la rue Villeroy. Un enfant. Seul. Trop petit pour être là, trop bien habillé pour être perdu. Il portait un manteau bleu nuit, visiblement coûteux, et ses chaussures étaient éclaboussées de « Bouh !». Camille s'arrêta un instant, fronça les sourcils. Autour de lui, les voitures passaient rapidement, les passants l'évitaient sans le voir. Elle serra son sac contre elle, fit un pas vers l'arrêt de bus puis s'immobilisa. Le garçon ne bougeait pas. Il regardait droit devant, figé. Le vent soulevait ses mèches blondes. Un frisson la parcourut. Le dernier bus partirait dans 2 minutes. Mais quelque chose la retenait, un instinct, une tension dans l'air qu'elle ne comprenait pas. Sans réfléchir, Camille fit demi-tour, ses pas éclaboussant les flaques, la pluie fouettant son visage. Le garçon ne la vit qu'au dernier moment. Une voiture arrivait à vive allure, les pneus criant sur l'asphalte mouillé. Camille hurla, jeta son sac, et dans un geste désespéré attrapa le garçon par les épaules et le tira en arrière, juste à temps. Le véhicule passa à quelques centimètres d'eux, dérapant dans un bruit strident avant de disparaître. Essoufflée, les genoux trempés et le cœur battant à tout rompre, elle regarda enfin le garçon. Il tremblait, ses lèvres étaient bleues, mais il ne pleurait pas. Autour de son poignet, une fine gourmette en or scintillait malgré la pluie. Gravées dessus, 2 lettres sobres, AB. Camille sentit son estomac se nouer. Elle venait de sauver un enfant qui n'avait rien à faire là. Un enfant dont le silence pesait plus que le tonnerre au-dessus d'eux. Et elle ignorait que ce simple geste allait briser pour toujours les murs de sa routine. La pluie continuait de tomber, dense et froide, enveloppant la ville dans une brume, humide qui rendait les visages flous et les rues glissantes. Camille tenait le petit garçon par les épaules,
essayant de comprendre s'il était blessé. Il ne disait rien, seulement respirait vite, les yeux grands ouverts, comme figé entre deux mondes. Elle n'osa pas lui parler tout de suite. Il semblait sorti d'un tableau trop parfait pour appartenir à cette réalité morne. Ses vêtements, un manteau bleu nuit à boutons dorés, une écharpe en cachemire soigneusement nouée et des chaussures en cuir italien, ne correspondaient à aucun des enfants du quartier. Camille, les mains tremblantes, le guida vers un abrigo de bus à l'abri partiel du vent. Le garçon suivait sans résister, sans poser de questions. Il était trempé jusqu'aux os. Elle enleva son propre manteau, malgré le froid, et le posa sur les épaules frêles de l'enfant. La gourmette à son poignet brillait toujours sous la lumière blafarde du lampadaire. AB, 2 lettres, 2 mystères. Elle tenta un sourire. « Comment tu t'appelles? Tu sais où est ta maison ?» Il la regarda enfin, ses yeux d'un bleu presque gris, pleins d'une peur contenue. Il ouvrit la bouche, hésita, puis referma les lèvres. Pas un mot. Il n'avait même pas pleuré. Les minutes passaient. Personne ne s'approchait. Camille regarda autour, espérant voir un adulte paniqué, une mère courant dans la rue, un père appelant un prénom. Rien. Juste le silence épais des fins de soirée sous la pluie. Son téléphone vibra dans sa poche. Le dernier bus venait de partir. Elle l'ignora. Ce garçon ne pouvait pas rester là. Elle pensa un instant à appeler une ambulance, mais il ne semblait pas blessé. Alors elle appela la police, décrivit la situation. Un garçon seul, peut-être 6 ou 7 ans, trouvé près de la rue Villeroy. Il ne parle pas. Il porte une gourmette avec les initiales AB. La voix à l'autre bout sembla se raidir à ces mots. « Restez où vous êtes. Quelqu'un arrive immédiatement. » Camille raccrocha troublée. L'opératrice n'avait pas demandé plus de détails. À peine avait-elle mentionné les initiales que le ton avait changé. Cela lui donna un frisson, mais elle le repoussa. Elle se pencha vers le garçon. « Tu veux t'asseoir? Tu as froid ?» Il hocha lentement la tête. Elle le prit par la main, glacée, et l'aida à monter sur le banc en métal. Elle frotta ses bras doucement, comme une sœur le ferait pour un cadet. Les gyrophares apparurent, 10 minutes plus tard coupant la nuit comme une lame. 2 voitures de police, puis une 3e banalisée. Camille se leva d'un bond. Le garçon resta assis, les jambes pendantes, silencieux comme une statue. Des agents descendirent rapidement, mais sans précipitation. L'un d'eux, un homme massif à la mâchoire carrée, s'approcha. « C'est vous qui avez appelé ?» Camille acquiesça. « Je l'ai trouvé là, seul. Il a failli se faire renverser. Il ne parle pas. » L'agent jeta un regard au garçon, puis à la gourmette. À l'instant où il vit les initiales, son visage se figea. « Merde, c'est lui !»« Lui ?» répéta Camille, interloquée. Mais l'homme ne répondit pas. Il se tourna vers ses collègues et fit un signe de tête. L'ambiance changea. 2 agents entourèrent discrètement le garçon, qui se laissa faire sans un mot. Le 3e s'approcha de Camille, plus calme. « Mademoiselle, vous allez devoir venir avec nous, s'il vous plaît. Ce n'est rien de grave, mais on a besoin de votre témoignage immédiatement. Il s'agit d'un enfant très important. » Elle hésita. Elle regarda le garçon qui la fixait toujours avec la même intensité muette. Quelque chose clochait. L'un des agents ouvrit la portière arrière d'une des voitures. « Ce sera rapide, promis. » Camille monta sans protester. Dans la voiture, le silence était pesant. Elle tenta de poser des questions, mais l'agent se contentait de lui dire « Vous comprendrez bientôt ». En route vers le commissariat, elle sentait son cœur battre trop fort, son esprit cherchant des raisons, des explications. Pourquoi une telle mobilisation? Pourquoi ne posait-on aucune question sur ce qui s'était passé? À leur arrivée, elle fut dirigée non vers l'accueil, mais vers une pièce à l'arrière, sans fenêtre. 2 chaises, une table, un miroir sans teint. Le garçon fut emmené ailleurs, sans un mot. Camille s'assit. Les minutes passèrent. Elle entendait des bribes de conversation derrière la porte, des pas précipités. Puis, enfin, un homme entra avec une tablette à la main. Il avait le regard fatigué mais direct. « Vous avez sauvé Antoine Bellamy, » dit-il. 6 ans. Fils unique du gouverneur de la région. Camille resta figée. Le nom résonna dans sa mémoire, dans les journaux, sur les panneaux électoraux. Étienne Bellamy, gouverneur charismatique, omniprésent, souvent cité comme futur. Ce ministre, le garçon qu'elle avait tiré des roues d'une voiture, était son fils. « Et maintenant ?» demanda-t-elle.
la gorge serrée. L'homme lui répondit d'une voix plus basse. « Maintenant, mademoiselle Moreau, vous allez devoir rester très discrète. » La pièce sentait le renfermer et l'humidité des murs qu'aucune couche de peinture blanche ne parvenait à cacher. Camille, assise sur une chaise bancale, n'avait pas encore tout à fait compris ce qui lui arrivait. Devant elle, un gobelet en plastique rempli d'eau tiède tremblait légèrement à chaque fois que ses doigts touchèrent la table. Elle fixait son propre reflet flou dans le miroir sans teint, certaine qu'on l'observait, de l'autre côté. Elle venait de sauver un enfant, un acte de réflexe, d'humanité, mais depuis qu'elle avait prononcé son nom, tout avait changé. Antoine Bellamy. À peine les agents avaient-ils entendu ce prénom que leurs regards avaient viré de la reconnaissance à une tension palpable. Et maintenant, elle était ici, seule, sans nouvelles du garçon, sans savoir ce qu'on lui voulait exactement. La porte s'ouvrit enfin. 2 hommes entrèrent. L'un portait un costume sombre et une cravate stricte, l'autre une veste en cuir usé. Le premier s'assit en face d'elle, le second resta debout, bras croisés. Aucun ne sourit. « Mademoiselle Moreau, je suis le commandant Pruvost et voici l'agent Deschamps. Merci d'être resté calme. » Il sortit un dossier épais, en détacha quelques feuilles. « Nous avons des questions, standards, pour comprendre le contexte. » Camille hocha la tête, déjà sur la défensive. « Vous étiez seul ce soir ?» demanda Pruvost. « Oui. » « Vous connaissiez le garçon avant ce soir ?»« Non. »« Vous êtes entré en contact avec lui à quel moment précis ?»« Il était debout, seul au coin de la rue. J'allais prendre mon bus, j'ai vu la voiture arriver. J'ai couru vers lui. » Deschamps prit soudain la parole, d'un ton sec. « Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi vous en mêler ?» Camille le regarda abasourdi. « Parce qu'il allait se faire tuer. » Les 2 hommes échangèrent un regard rapide, presque imperceptible. Pruvost reprit plus neutre. « Vous comprenez que ce garçon n'est pas n'importe quel enfant. Il a une protection, un environnement très surveillé. Vous êtes certaine de ne pas avoir vu quelqu'un d'autre avec lui ?» Elle fronça les sourcils. « Non, il était seul. »« Personne ne vous a demandé de l'emmener ? Personne ne vous a parlé avant. Je vous dis que j'ai agi par réflexe. J'ai vu un enfant en danger, je suis intervenu. C'est tout. » Le silence tomba, pesant. Pruvost referma doucement le dossier. « Très bien. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. Mais vu la nature délicate de cette affaire, nous devons prendre certaines précautions. Vous comprenez ? » ?»« Non, je ne comprends pas. Ce n'est pas une affaire. J'ai aidé un enfant. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit à nouveau. Une femme entra. Élégante, la quarantaine, les yeux rougis, les traits tirés comme par une nuit sans sommeil. Elle était tremblante, mais digne. Camille reconnut immédiatement ce visage, vu tant de fois à la télévision, lors des discours publics, des campagnes de santé ou des soirées caritatives. Clara Bellamy, l'épouse du gouverneur. La tension dans la pièce sembla se dissiper un peu. Pruvost et Deschamps s'écartèrent. Clara s'approcha lentement de Camille. « C'est vous qui avez sauvé mon fils. » Sa voix était rauque, cassée par l'émotion. « Merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. » Camille se leva, hésitante. Clara s'approcha davantage et la prit brièvement dans ses bras, un geste furtif, presque douloureux. Elle pleurait à peine, une larme solitaire roulant sur sa joue parfaitement maquillée. « Je suis désolé de tout ce que vous avez vécu ce soir, mais je dois vous demander une chose importante. S'il vous plaît, ne parlez de ceci à personne, à personne. » Camille resta figée. « Pourquoi? Ce n'est pas un secret. Il était seul, il aurait pu mourir. » Clara serra les lèvres. « Je sais, mais certaines choses sont plus complexes qu'elles ne paraissent. Il ne s'agit pas seulement de notre famille. Il y a des circonstances, des équilibres à préserver. Je vous supplie de garder cela entre nous, pour sa sécurité. » Avant que Camille ne puisse poser d'autres questions, Clara fit un signe à Pruvost. Ce dernier s'approcha et dit d'un ton presque conciliant. « Merci pour votre coopération. Mademoiselle Moreau, vous êtes libre de partir, un agent vous raccompagnera. » Clara se tourna une dernière fois vers Camille. « Antoine est en sécurité, grâce à vous, et c'est tout ce qui compte. » Camille quitta le commissariat dans une voiture banalisée. Il était près de minuit. Dehors, la pluie avait cessé, mais les rues restaient brillantes, luisantes, comme des serpents endormis. En rentrant chez elle,
Elle trouva sa grand-mère endormie, la radio diffusant en sourdine une vieille chanson de Charles Trenet. Elle s'assit sur le lit, enleva ses chaussures trempées, fixa le mur. Elle aurait voulu croire que tout cela était fini. Mais quelque chose, dans la voix de Clara, dans la froideur des agents, dans le silence forcé, lui disait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Camille se leva avec une sensation étrange au creux du ventre. Ni fatigue, ni soulagement. Quelque chose d'indéfinissable, une tension muette qui collait à sa peau comme l'humidité d'un orage, qui n'éclate jamais. Elle se lava les mains, fixa son reflet dans le miroir ébréché de la salle de bain et remarqua un détail étrange. Ses cernes semblaient plus profondes, ses yeux moins vivants. Elle se sentait comme si elle avait traversé un rêve trop dense. Odette dormait encore. Camille la couvrit doucement, changea la bassine d'eau, puis prit son manteau et quitta l'appartement. Il lui fallait travailler, reprendre le fil normal, s'accrocher à quelque chose de tangible. En route vers le café, elle se surprit à penser à Antoine. Son regard, son silence, son immobilité. Elle n'avait toujours pas de réponse claire, seulement une promesse confuse de la mère et un avertissement déguisé. Dès son arrivée au café des Tilleuls, Camille sentit l'atmosphère différente. Gérard, le patron, l'attendait derrière le comptoir. Il ne cria pas, ne grogna, pas comme d'habitude. Il la fixa un instant, puis fit un signe de tête vers l'arrière. « Dans mon bureau, maintenant. » Elle obéit, intriguée. À peine la porte fermée, il s'assit lentement, les bras croisés. « J'ai eu un appel ce matin. » Elle fronça les sourcils. « Un appel de qui ?»« D'une autorité, je te dirai pas qui. Ils m'ont demandé si tu avais raconté quelque chose à quelqu'un. À propos d'hier soir. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Je n'ai rien dit à personne. » « Bien. » Il hocha la tête. « Alors fais en sorte que ça continue. J'aime pas les histoires, Camille. Tu travailles bien. T'es discrète. Mais si ça change, si ton nom commence à circuler, je devrais prendre des décisions. » Elle sortit du bureau, les joues en feu. Pour la première fois, elle comprenait que ce qui s'était passé n'allait pas rester entre les murs du commissariat. Quelqu'un surveillait. Quelqu'un vérifiait chaque mot, chaque geste. Elle se força à servir les cafés, les croissants, les commandes hâtives. Mais tout sonnait faux. Les voix des clients étaient lointaines, les gestes automatiques. Elle se sentait piégée dans une scène qu'elle n'avait pas choisie. L'après-midi, alors qu'elle terminait son service, 2 hommes entrèrent dans le café. Costume noir, lunettes foncées malgré le temps couvert. Ils ne commandèrent rien. Ils regardèrent autour, puis l'un d'eux s'approcha du comptoir. « Mademoiselle Moreau ?» Camille, le plateau à la main, acquiesça doucement. « Nous devons vous poser quelques questions. Rien d'officiel. Ce ne sera que quelques minutes. » Gérard les regardait sans dire un mot. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle posa le plateau, essuya ses mains sur son tablier et suivit les hommes à l'extérieur. Ils l'emmenèrent à quelques pas du café, sous un auvent vide. « Hier soir, vous avez vu l'enfant seul. Vous avez agi, c'est honorable. Mais nous devons confirmer certaines choses. Avez-vous mentionné ce que vous avez vu à un journaliste, un voisin, quelqu'un de votre entourage? Non. Avez-vous pris des photos, enregistré quelque chose? Non. Très bien. Et vous comprenez, j'espère, que ce type d'événement, impliquant une figure publique, peut avoir des conséquences imprévues si mal interprétées. » Camille sentit l'intimidation sous les mots polis. Elle les regarda un par un. « J'ai sauvé un enfant. C'est tout ce que j'ai fait. Et c'est exactement ce que vous devez continuer à penser. » Ils repartirent sans un mot de plus. Camille resta figée quelques secondes, puis retourna à l'intérieur. Gérard lui lança un regard qu'elle ne comprit pas, entre le reproche et la compassion. La journée se termina lentement. Quand elle rentra chez elle, le ciel s'assombrissait déjà. Odette dormait encore. Camille s'assit au bord du lit, regarda les photos anciennes sur la commode. Ses parents disparus trop tôt. Elle enfant tenant un ballon rouge, Odette jeune au bord du Rhône. Ce soir-là, elle n'alluma pas la télévision. Elle resta assise, en silence. Puis, vers 9 heures, on frappa à la porte. Elle sursauta. Qui pouvait venir à cette heure-là? Elle ouvrit doucement. Devant elle, dans un tailleur gris, tremblante, les yeux rouges, se tenait Clara Bellamy. « Je devais vous voir, dit-elle. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je devais vous remercier et vous prévenir.
Camille ouvrit la porte sans un mot. Clara entra, regarda autour d'elle. C'est modeste, mais chaleureux. Camille se contenta d'un regard neutre. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Clara inspira profondément. « Parce que ce n'est pas fini, et parce que ce que vous avez vu, ce n'est qu'un fragment. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Pas encore, mais s'il vous plaît, ne parlez à personne. Pas maintenant. Pour Antoine. » Camille sentit la colère monter. Et si quelqu'un d'autre l'avait trouvé? Et si je ne l'avais pas vu? Clara baissa la tête. Alors peut-être qu'il serait mort. Et certaines personnes auraient préféré ça. Elle déposa une enveloppe sur la table. Prenez cela. Ce n'est pas un pot de vin. C'est une reconnaissance. Pour votre silence. Pour votre sécurité. Camille ne toucha pas l'enveloppe. Clara. Elle la fixa un instant, puis quitta l'appartement. La porte se referma. Et Camille sut qu'elle venait d'entrer dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle, bien plus dangereux aussi. L'enveloppe resta là, posée sur la petite table du salon, intacte, blanche et muette comme une menace suspendue. Camille ne l'avait pas touchée depuis le départ de Clara Bellamy. Elle l'évitait du regard, comme si y poser les yeux risquait d'ouvrir quelque chose de bien plus dangereux que son contenu. Le lendemain matin, en préparant la tisane de sa grand-mère, elle s'arrêta plusieurs fois, le regard attiré par ce rectangle de papier. Il semblait absorber la lumière, attirer l'attention malgré son silence. La journée fut une suite d'actes mécaniques. Camille se rendit au café, mais Gérard lui annonça qu'elle avait exceptionnellement congé. Il ne précisa pas pourquoi. Il ne la regarda même pas vraiment. Elle retourna chez elle sans insister. L'enveloppe l'attendait inchangée. Elle la plaça finalement dans un tiroir sans l'ouvrir. En fin d'après-midi, alors qu'elle donnait ses médicaments à Odette, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, répondit. « Camille Moreau ? Oui. Nous vous attendons au commissariat central. Ce soir, 19 h. Pourquoi ? Une procédure interne, rien d'inquiétant. Simple formalité. » La voix avait un ton neutre, presque poli, mais Camille savait désormais reconnaître l'autorité derrière les euphémismes. Elle partit à pied sous un ciel bas, les nuages lourds d'une pluie qui ne tombait pas. Au commissariat, elle fut conduite dans une salle différente de la première fois, plus petite, plus sombre. 2 agents l'attendaient, mais ce n'était ni Pruvos ni Deschamps. Ils prenaient des notes, posaient des questions qu'elle avait déjà entendues, dans un ordre légèrement modifié. « Vous avez vu quelqu'un d'autre ce soir-là » ? « Non. »« Le garçon vous a-t-il parlé » ? « Pas un mot. »« Et depuis ? Quelqu'un a-t-il tenté de vous contacter » Elle mentit. « Non. » Ils hochèrent la tête. L'un d'eux ferma son carnet, l'autre se leva. « Merci pour votre coopération, mademoiselle Moreau. Vous pouvez rentrer chez vous. » Elle sortit du commissariat confuse, en proie à une impression d'être utilisée, manipulée. Elle savait maintenant que chaque mot qu'elle prononçait était potentiellement enregistré, interprété. Et pourtant, ce n'était pas ce qui l'inquiétait le plus. Ce fut ce qu'elle vit en sortant du bâtiment. Une voiture noire, vitres teintées, stationnée non loin. Personne n'en sortit. Mais elle la revit 2 rues plus loin, puis encore devant chez elle, 1 heure plus tard. Le lendemain, Camille prit une décision. Elle voulait des réponses. Elle retourna au café, demanda à Gérard une après-midi libre. Il ne posa pas de questions. Puis elle se rendit à la mairie. Elle prétendit chercher un emploi administratif, prétexte pour entrer. Une fois dans les couloirs, elle marcha lentement, observant les affiches, les portraits, les bureaux. Elle aperçut le nom de Bellamy sur plusieurs portes fermées. Étienne Bellamy, gouverneur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa photo officielle, un sourire figé, ornait un couloir entier. À ce moment, elle réalisa une chose. Elle n'était pas censée poser de questions. Elle n'était pas censée s'approcher. Et pourtant, tout son corps lui disait qu'elle devait comprendre. Ce fut dans la soirée, alors qu'elle faisait ses courses dans une petite supérette, qu'elle reçut un message. Un simple papier, glissé dans son panier sans qu'elle voie qui l'avait mis. « Demain, 18 h, rue Vaugirard 42. Ne dites rien, venez seule. » Elle reconnut immédiatement l'écriture, fine, penchée, élégante. Clara. Le jour suivant, elle y alla. Un immeuble ancien, discret. Elle monta au 2e étage. Clara ouvrit la porte immédiatement, l'air épuisé. Son regard trahissait des nuits sans sommeil. « Merci d'être venu. » Elle lui fit signe d'entrer.
L'appartement était décoré avec goût, mais chaque objet semblait à sa place depuis des années, comme si personne n'y vivait vraiment. Clara l'invita à s'asseoir, servit du thé puis s'installa en face. « Je ne peux pas parler longtemps. Mon mari ne sait pas que je vous ai contacté, mais je dois vous dire quelque chose. » Camille la regardait sans rien dire. Antoine. Ce n'était pas la première fois qu'il fuyait. Camille sentit son cœur s'accélérer. Il y a eu un incident il y a quelques mois. Il a disparu pendant plusieurs heures. Nous avons prétendu que c'était un malentendu. Mais il avait fui volontairement. Depuis, il a peur de son père. « Pourquoi ?» demanda Camille à voix basse. Clara serra sa tasse entre ses mains. « Je ne peux pas tout dire, mais comprenez ce que vous avez fait. Vous ne l'avez pas seulement sauvé d'un accident. Vous avez empêché quelque chose qu'il préparait depuis des semaines. » Camille se redressa. « Vous voulez dire qu'il s'est enfui, qu'il voulait s'enfuir encore ?» Clara hocha la tête. « Oui, et cette fois, il comptait aller loin. Peut-être vers quelqu'un, peut-être vers moi. Il ne supporte plus la pression, le silence, les disputes. Mais pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi la police cache ça ?» Clara la fixa, une larme coulant sur sa joue. « Parce qu'un gouverneur qui perd le contrôle de sa propre famille ne peut pas être un leader. Parce qu'un enfant qui fuit son père est une bombe politique. Et parce que moi, je suis pieds et poings liés. » Elle se leva, se tourna vers la fenêtre. « Camille, ce que vous savez déjà est dangereux. Ce que vous devinez, encore plus. Mais ce qui reste à découvrir pourrait vous détruire. » Camille se leva à son tour, la gorge nouée. « Et vous? Que ferez-vous » Clara se retourna. « Je protégerai mon fils, quoi qu'il m'en coûte. » La conversation prit fin là. Clara la raccompagna à la porte, lui pressa la main. « Merci de m'avoir écoutée. Restez discrète et prudente. » En descendant les escaliers, Camille sut que rien de ce qu'elle avait connu jusque-là n'était comparable à ce vers. Quoi elle se dirigeait? Le secret qu'on lui avait. 2 jours passèrent sans le moindre mouvement. Aucun appel, aucune lettre, aucun message glissé sous une porte. Camille retourna travailler au café, malgré les regards pesants de Gérard et des rares clients habituels. Elle évitait de penser à Clara, à Antoine, au silence imposé. Mais plus elle tentait d'oublier, plus son esprit revenait à cette nuit pluvieuse, à ses yeux d'enfant muets, à la peur dissimulée dans chaque geste de la mère. Ce fut un jeudi, en fin de matinée, que l'équilibre fragile de sa routine se brisa de nouveau. Le café des Tilleuls était presque vide. Camille essuyait machinalement les tables quand un silence étrange s'installa dans la salle. Les conversations s'éteignirent. Les têtes se tournèrent. Un homme venait d'entrer, grand, droit, costumé. Aucun garde du corps visible, mais sa posture suffisait à imposer le respect. Ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, son manteau long noir impeccable malgré l'humidité de la rue. Étienne Bellamy, le gouverneur. Il s'avança dans la salle comme s'il connaissait l'endroit. Camille sentit son cœur se figer, ses doigts glisser un instant sur le chiffon humide. Il la vit immédiatement. Son regard la fixa, intense, inexpressif. Il ne sourit pas, ne salua personne. Il avança jusqu'à elle et dit d'une voix calme, presque douce, « Camille Moreau ?» Elle hocha lentement la tête. Il l'invita d'un signe à le suivre. Sans un mot, elle posa le chiffon. Ôta son tablier, jeta un regard furtif à Gérard qui ne bougeait pas, pétrifié derrière son comptoir. Ils sortirent dans la rue. Il faisait froid. Un léger vent soulevait les feuilles mortes et les cheveux de Camille. Étienne Bellamy marcha lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Elle le suivit, tendue, attentive. Il s'arrêta quelques mètres plus loin, devant un petit square désert. « Merci de me suivre, » dit-il sans se retourner. « Je n'aime pas les salles fermées pour ce genre de discussion. » Camille ne répondit rien. Elle le regardait, fascinée malgré elle par l'aura qu'il dégageait. Il était tout ce qu'elle avait imaginé d'un homme de pouvoir. Et pourtant, une ombre passait dans ses yeux. Il se tourna enfin vers elle. « Je vous dois la vie de mon fils. »« Je ne l'ai pas fait pour vous, » répliqua-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Un léger sourire effleura les lèvres du gouverneur. « Je sais, c'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. » Un silence s'installa. Camille attendait. Il poursuivit. « Ce qui s'est passé a des implications que vous ne mesurez. Peut-être pas.
Ce n'est pas qu'un accident évité de justesse, c'est un incident sensible qui pourrait compromettre des choses bien plus vastes. Des ambitions politiques, lança-t-elle. Il haussa un sourcil, disons, des équilibres établis. Camille sentit la colère monter. Votre fils avait peur, il était seul. Et vous parlez d'équilibre? Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda les arbres sans feuilles, le ciel bas. Vous avez reçu une visite de Clara. Vous avez échangé avec elle. Je le sais et je comprends. Vous êtes une jeune femme honnête. Vous avez agi par instinct. Mais les instincts, parfois, dérangent. Camille croisa les bras. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour me menacer? Il secoua la tête. Non, pour vous proposer un accord. Elle fronça les sourcils. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure. Un contrat de confidentialité. Vous signez et nous en restons là. Vous recevez une compensation financière plus que correcte. Vous disparaissez des journaux, de nos fichiers, de l'histoire. Et si je refuse? Son regard se durcit, imperceptiblement. Alors vous devenez un problème. Et croyez-moi, mademoiselle Moreau, un problème dans ce monde finit par se retrouver très seul. Camille sentit sa respiration s'accélérer. Je n'ai rien fait de mal. Vous avez vu ce que vous n'étiez pas censé voir. Vous êtes entré dans un drame familial dont les conséquences vous dépassent. Vous avez peut-être même mis Antoine en danger en parlant à Clara. Elle recula d'un pas, les bras serrés contre elle. C'est vous qui êtes dangereux, pas moi. Étienne rangea l'enveloppe. Son ton changea, devint plus lent. Vous croyez avoir sauvé un enfant, mais vous avez dérangé un plan bien plus grand. Antoine n'était pas censé être là ce soir-là. Il n'aurait jamais dû sortir. Il ne devait pas être visible. Et vous l'avez ramené au centre de la scène. Vous avez sauvé, plus que vous ne l'imaginez. Il s'approcha d'elle, son regard planté dans le sien. Et si vous saviez ce qui s'est vraiment passé, vous ne dormiriez plus jamais en paix. Il recula, la laissant figée dans le froid. Réfléchissez, nous nous reverrons peut-être, ou pas. Cela dépend de votre silence. Il tourna les talons, s'éloigna sans se retourner. Pas de voiture, pas de garde. Comme un fantôme que seule Camille avait pu voir. Elle resta là, seule dans le vent, l'écho de ses mots résonnant dans sa poitrine. Le square était vide depuis longtemps. Étienne Bellamy avait disparu dans le silence, laissant derrière lui plus de questions qu'il n'en avait soulevées. Camille resta immobile plusieurs minutes, les bras croisés contre le froid qui s'était intensifié, le souffle court. L'enveloppe qu'il avait brièvement sortie semblait encore flotter devant ses yeux. Un contrat, une compensation, un effacement soigneusement orchestré. Et cette phrase, vous avez sauvé plus que vous ne l'imaginez. De retour chez elle, elle monta les 4 étages mécaniquement, salua une voisine sans la voir et s'enferma dans l'appartement. Étroit. Odette dormait. Camille ôta ses chaussures, se lava les mains puis s'assit dans la cuisine, les mains posées à plat sur la table. Tout en elle résonnait d'une colère muette. On venait de lui proposer d'effacer ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait commencé à comprendre, en échange d'argent, d'un silence acheté. Elle n'ouvrit pas l'enveloppe. Elle ne voulait pas savoir le montant. Cela n'avait aucune importance, ce n'était pas une transaction, c'était une tentative d'effacement. Le lendemain, elle se rendit au café, mais Gérard lui annonça qu'elle n'était plus sur le planning. Aucune explication, aucun regard, juste un geste de la main. Elle insista, demanda à parler à quelqu'un. Il fit mine de ne pas entendre. 2 autres employés l'observèrent depuis la cuisine. Elle comprit. Elle avait été effacée. Sur le chemin du retour, elle reçut une série d'appels inconnus. Elle ne répondit pas. Mais les messages vocaux laissés étaient clairs. De vagues accusations, des mises en garde anonymes, une suite de menaces déguisées. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Vous vous mettez dans une situation délicate. Votre nom commence à circuler dans les mauvais cercles. À la maison, elle trouva la boîte aux lettres entr'ouverte, une feuille blanche pliée en 4 à l'intérieur. Aucun mot, juste une photographie. Elle, marchant avec Clara Bellamy, rue Vaugirard. Date et heure écrites à la main. Quelqu'un la suivait. Le soir même, alors qu'elle tentait de distraire Odette avec de la musique, la vieille femme eut une crise de toux violente. Camille appela le médecin, puis les urgences. L'ambulance arriva tard. À l'hôpital, on lui parla d'aggravation subite, d'infection pulmonaire.
Odette fut placée sous surveillance et Camille rentra seule, les vêtements encore imprégnés d'odeurs d'antiseptique. Ce fut en rentrant qu'elle trouva l'enveloppe glissée sous la porte. La même écriture élégante. Un simple mot, cette fois, accepté pour elle. Elle sut immédiatement que cela faisait référence à sa grand-mère. On utilisait sa santé comme levier. La peur se mêla à la rage. Le lendemain, les rumeurs commencèrent à se répandre. Un blog local évoqua une serveuse en quête d'attention qui aurait prétendu avoir sauvé le fils d'un homme influent. Le nom de Camille n'était pas mentionné, mais les détails étaient trop précis, trop proches de la vérité. Puis un autre article, cette fois plus direct. La vérité derrière la prétendue héroïne de la rue Villeroy. Anonyme, faux, mais efficace. Les clients du quartier commencèrent à la regarder différemment. Les conversations s'interrompaient à son passage. On murmurait, on jugeait. Elle devint une présence indésirable, une tache sur le récit officiel. Camille décida alors de contacter Clara. Elle appela un ancien numéro laissé dans le tiroir. Pas de réponse. Elle se rendit à l'immeuble de la rue Vaugirard. Pas de lumière, pas de traces. L'appartement semblait vidé en hâte. Clara, belle amie, avait disparu. Le dernier choc survint 3 jours plus tard. Alors qu'elle revenait de l'hôpital, un homme l'attendait dans le hall de son immeuble. Costume gris, regard calme, voix douce. « Mademoiselle Moreau, vous devriez accepter la proposition. Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Sincère. » Camille le fixa. Il ne semblait pas dangereux. Il parlait avec une sincérité presque douloureuse. « Votre situation va empirer. Vos ressources vont s'épuiser. Et votre nom sera effacé de toute autre manière si vous ne coopérez pas. » Elle répondit d'une voix glacée. « Je ne me tairai pas. » L'homme hocha lentement la tête. « Alors vous ne savez pas encore ce que cela implique. » Il s'éloigna sans hâte. Camille monta chez elle, s'assit, tremblante. Elle regarda autour. Les murs, les objets, la photo d'Odette jeune, le vieux chat endormi dans son panier. Tout ce qu'elle possédait pouvait lui être arraché. Et pourtant, un feu grandissait en elle. Elle n'avait pas été une héroïne par choix, mais maintenant, on lui donnait le choix de devenir complice, et cela, elle ne l'accepterait pas. Camille se leva ce matin-là, avec la sensation que quelque chose s'était brisé pour de bon. La voix de l'homme dans le hall résonnait encore. Dans son esprit, vous ne savez pas encore ce que cela implique. Elle savait maintenant que le silence n'était pas une option neutre, il était une cage, et ceux qui l'exigeaient détenaient la clé. Mais elle aussi avait commencé à comprendre comment marcher dans l'ombre. La première conséquence concrète tomba 1 semaine plus tard. Un courrier recommandé l'attendait dans la boîte aux lettres. Licenciement officiel du Café des Tilleuls, sans motif précisé. Rupture immédiate du contrat pour raisons organisationnelles. Elle ne se donna même pas la peine de protester. Elle avait vu venir. Puis vinrent les appels rejetés, les CV restés sans réponse, les entretiens annulés au dernier moment. À chaque tentative de chercher un nouvel emploi, elle avait l'impression de heurter un mur invisible, un silence administratif, un rejet poli. Quelqu'un effaçait ses traces avant qu'elle n'arrive. Les finances devinrent rapidement un problème. Le compte bancaire montrait des chiffres en chute libre. Les économies fondaient. Et avec elles, la sécurité de ce qui lui restait. La santé fragile d'Odette, les médicaments, les soins, les rendez-vous médicaux qu'elle ne pouvait plus honorer. Les visites à l'hôpital devinrent plus fréquentes, plus angoissantes. Odette parlait de moins en moins. Son regard s'éteignait un peu chaque jour. Camille s'accrochait à sa présence comme à un ancrage, mais elle sentait déjà que le monde autour d'elle glissait, pièce après pièce. La nuit, elle entendait des pas dans l'escalier, toujours les mêmes, toujours à la même heure. Elle entendait les portes se fermer un peu trop fort, les voisins lui adressaient des regards fuyants, les commerçants changeaient de ton quand elle entrait. La persécution était subtile, mais constante, pas de menaces directes, seulement des gestes, des absences, des silences pesants. Un matin, elle trouva une éraflure étrange sur la porte de son appartement, comme une griffe. Puis, quelques jours plus tard, le chat disparut. Elle le retrouva 2 jours plus tard, enfermé dans la cave, apeuré, amaigri. Ce n'était pas un accident, c'était un message. La peur commença à s'installer, pas la panique bruyante, mais cette peur sourde qui vous accompagne jusque dans le sommeil. Elle se mit à vérifier 3 fois si la porte était bien fermée. Elle changea la serrure.
Elle coupa l'interphone, mais rien n'y faisait. Ils étaient toujours là, invisibles mais présents. Et puis il y eut cette rumeur, l'écho d'une histoire qui n'était pas la sienne mais dont elle était devenue le centre. Dans un forum local, quelqu'un évoqua une jeune femme instable qui aurait fabriqué, de toutes pièces, une histoire avec un enfant de famille puissante pour attirer l'attention des médias. Puis un article de blog relayé anonymement sur les réseaux sociaux, insinuant qu'elle cherchait à extorquer de l'argent en exploitant un enfant fragile. Camille lisait ces lignes comme on lirait une fiction écrite par un ennemi invisible. Tout était faux, mais tout était cohérent. Une construction parfaite. Elle était en train d'être effacée, remplacée par une version d'elle qui n'existait pas. Une manipulatrice, une ambitieuse, une menteuse. Elle aurait pu céder, elle aurait pu accepter l'argent, disparaître. Mais au fond d'elle, une colère grandissait, une volonté froide. Elle ne voulait plus subir, elle voulait comprendre. C'est dans ce moment de désespoir contrôlé que Julien entra dans sa vie. Elle l'avait remarqué une ou deux fois à distance dans le quartier. Un homme discret, la trentaine, barbe mal rasée, carnet toujours en main. Mais ce jour-là, il s'assit à côté d'elle dans un petit café désert, pas le sien, un autre, et murmura sans préambule « Je vous crois ». Elle fixa les yeux fatigués. « Pardon ? Je suis journaliste, Julien Marceau. Je travaille sur une enquête que personne ne veut publier. Et vous êtes la pièce manquante. » Elle le dévisagea, méfiante. « Vous me suivez ? Depuis que votre nom est apparu dans les rapports de police, c'est moi qui ai découvert qu'Antoine Bellamy avait disparu une première fois. Et fouillé les archives, j'ai suivi Clara. J'ai vu ce qu'ils ont essayé d'effacer. Il sortit de sa veste une photo. Antoine, quelques mois plus tôt, sortant d'un bâtiment administratif, main dans la main avec une femme inconnue. Elle travaille pour le tribunal. Protection de l'enfance. D'après mes sources, un transfert de garde avait été demandé, en urgence, et bloqué au dernier moment. Camille sentit le sang quitter ses joues. Pourquoi ? Julien la regarda avec gravité. Parce que Clara Bellamy voulait éloigner son fils de son père, officiellement. Mais elle avait été contrainte de retirer la demande. Et peu après, Antoine disparaissait. Première fois. Puis, la nuit où vous l'avez trouvé, il avait fugué de nouveau. Camille murmura comme pour elle-même. Je l'ai remis dans les mains de son père. Julien hocha la tête, sans le savoir. Et maintenant, ils veulent vous faire taire. Parce que si l'histoire éclate, ce n'est pas juste une crise familiale. C'est un scandale politique. Une preuve de danger pour un enfant au cœur d'un divorce silencieux. Camille se redressa. Alors, on parle. Julien sourit, presque triste. C'est ce qu'il redoute. Le café était devenu leur point de rendez-vous silencieux. Un lieu anonyme à l'abri des regards, dans une ruelle trop étroite pour attirer l'attention. Camille y retrouvait Julien chaque fin d'après-midi, comme si elle se rendait à une confession clandestine. Ensemble, ils dénouaient un fil invisible, fragile, mais chargé d'électricité. Julien n'était pas un journaliste ordinaire. Licencié d'un grand hebdomadaire pour avoir insisté sur une série d'articles censurés, il continuait ses enquêtes en indépendant, publiant sous pseudonyme sur des plateformes spécialisées. Il connaissait les couloirs discrets de la presse, les sources anonymes, les stratégies d'Omerta. Et surtout, il croyait Camille. Il lui montra un schéma complexe, dessiné à la main, relié par des traits rouges, les noms de Clara et Étienne. Bellamy, celui d'un magistrat discret nommé Delru, celui d'un médecin de famille et celui d'un inspecteur des affaires sociales. Chaque nom relié à une date, à un lieu, à un événement classé sans suite. « Regarde ici », dit Julien un soir, pointant une note griffonnée. 4 mois avant que tu sauves Antoine, Clara avait tenté de faire reconnaître un trouble, de stress post-traumatique chez l'enfant. Le certificat médical a été rejeté. Le docteur qui l'avait établi a quitté la région. Volontairement, Julien haussa les épaules. Il a vendu son cabinet, laissé ses patients, sans préavis. Camille sentit la colère monter. Chaque fait, chaque lien révélait un pan supplémentaire de manipulation, d'effacement méthodique. Et là, continua Julien, ce rapport interne de l'école. Antoine s'est enfermé dans les toilettes pendant 2 heures. Il refusait de rentrer chez lui. Ils ont mis ça sur le compte d'un caprice. Camille passa les doigts sur la feuille,
L'écriture de l'institutrice trahissait la gêne. Il pleurait. Il répétait qu'il ne voulait pas retourner dans la grande maison. « Personne n'a rien fait, » dit-elle à voix basse, « parce qu'il est fils de gouverneur et que sa douleur n'entre pas dans les cadres acceptables. » Une nuit, Julien l'emmena discrètement dans les archives d'un ancien bâtiment, administratif désaffecté, où il avait négocié un accès provisoire. Là, dans une salle froide et poussiéreuse, ils découvrirent un document essentiel. Une demande de changement de garde, classée en procédure exceptionnelle, jamais transmise au tribunal, datée d'1 mois avant la première disparition d'Antoine. Signé Clara Bellamy. Camille lut chaque ligne, son souffle court. La demande évoquait des crises d'angoisse chez l'enfant, des comportements agressifs de son père, des absences prolongées, un environnement jugé émotionnellement instable. « C'est ça qu'ils veulent enterrer », murmura-t-elle. « Oui, répondit Julien, parce que si ce document sort, tout bascule. » Le lendemain, Julien lui montra une photo prise récemment. Clara sortant précipitamment d'un bâtiment administratif, tenant Antoine par la main, l'air inquiet, regardant par-dessus son épaule. Elle essaie de fuir, de nouveau, mais légalement, elle ne peut pas quitter la région avec lui sans l'accord du père. Elle est surveillée. Tout ce qu'elle fait est enregistré, scruté, dissuadé. Camille sentit un vertige la gagner. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis personne. Julien la fixa. C'est justement pour ça que tu es dangereuse pour eux. Tu n'as rien à perdre, et tu es la preuve vivante que l'histoire est vraie. Tu l'as trouvée, tu l'as vue, tu l'as ramenée. Elle ferma les yeux. Le souvenir de cette nuit de pluie revint comme une gifle. Antoine, seul, figé, tremblant. Elle n'avait pas su à ce moment-là qu'elle remettait un enfant à ceux qui le faisaient fuir. Ils décidèrent de préparer un dossier complet. Julien voulait publier. Il avait un contact prêt à relayer l'enquête, sous condition d'anonymat initial. Mais il fallait d'abord sécuriser les preuves, rassembler les témoignages, obtenir un enregistrement, une preuve directe. Camille proposa une chose risquée, tenter de revoir Clara. Julien hésita. Si elle est surveillée, ça te mettra encore plus en danger. Elle me fera confiance, elle n'a plus personne. Ils mirent en place un stratagème. Camille envoya une lettre manuscrite à une vieille adresse secondaire de Clara. Un appartement connu seulement de quelques proches, en espérant qu'elle irait récupérer le courrier. Quelques jours plus tard, elle reçut un message sur un téléphone jetable que Julien lui avait fourni. Un seul mot. « Viens ». Ils se retrouvèrent dans un jardin public, à l'aube. Clara portait des lunettes noires, un manteau trop grand pour elle, et tenait Antoine contre elle, comme une barrière. Entre elle et le monde. Elle parla vite entre 2 regards jetés par-dessus son épaule. Il veut le reprendre, il a déjà enclenché la procédure. Si j'oppose une résistance, je perds tout droit. On m'a menacé d'internement. On m'a dit que je suis instable, que je manipule mon propre fils. Camille sentit ses mains trembler. Vous avez besoin d'aide, de soutien, pas de silence. Clara hocha la tête, puis se pencha vers elle, les yeux brillants. Antoine a parlé de vous, il vous a dessiné. Il vous appelle la dame qui protège. Je n'ai jamais vu ce regard en lui, pas même avec moi. Camille sentit sa gorge se nouer. Alors je dois faire ce qu'il attend de moi. Elle regarda Julien, puis Clara. On va tout dire, on va tout montrer. Peu importe les conséquences. Clara hocha la tête, résignée mais déterminée. Alors faites vite, avant qu'il ne nous trouve. Ils se retrouvèrent le soir même, dans le sous-sol aménagé d'un ami de Julien, un vidéaste indépendant habitué aux récits que la presse traditionnelle refusait de diffuser. Camille, Clara et Julien, tous les 3 autour d'une petite table en bois, partagèrent les éléments accumulés. Dossiers médicaux, rapports scolaires, enregistrements audio, témoignages écrits, extraits de mails cryptés, une cartographie minutieuse d'un silence construit. Clara apporta ce que Julien n'avait pas pu obtenir seul. Les copies de ses échanges avec les services sociaux, les preuves de ses tentatives avortées d'obtenir la garde exclusive, des lettres de menaces anonymes qu'elle avait gardées secrètes jusqu'alors, par peur des représailles. Parmi ces documents, un rapport confidentiel signé par un psychologue engagé discrètement par Clara elle-même, indiquant que l'enfant montrait des signes de détresse profonde associés à un sentiment de peur constante en présence du père. Camille lut ce passage à voix haute, la gorge nouée.
Le sujet exprime un besoin de fuite, de silence et associe les figures d'autorité à la douleur. Julien hocha la tête. Avec ça et le reste, on peut déclencher une statistics. L'enquête journalistique. Une vraie. Pas un article de blog. Une publication encadrée, sécurisée. J'ai un contact à Bruxelles qui attend ce moment depuis que je lui ai parlé du dossier. Mais Clara n'était pas convaincue. Et si, malgré tout, rien ne se passe, s'ils enterrent encore, s'ils me prennent, Antoine? Julien la fixa. C'est votre seule chance. Ce n'est plus une affaire privée. C'est un scandale d'État. Le seul moyen de protection maintenant, c'est l'exposition. Clara sembla vaciller. Elle regarda son fils, qui dormait sur un vieux canapé à quelques pas de là. Camille suivit son regard. Il dormait paisiblement, le visage détendu. Rien ne la préparait à cette douceur après tant d'angoisse. Le lendemain, Julien prit un train pour Paris, déterminé à remettre le dossier complet à une rédaction indépendante spécialisée dans les enquêtes sensibles. Pendant ce temps, Camille resta auprès de Clara, l'aidant à se cacher, à organiser les besoins du quotidien. Elles évitèrent les cartes bancaires, utilisèrent de l'argent liquide, se déplaçaient à pied ou en vélo. Mais, malgré toutes leurs précautions, les signes apparurent rapidement. Un appel d'abord sur le téléphone de Clara, pourtant éteint depuis plusieurs jours. Numéro inconnu, une voix d'homme. « Vous avez été vu, rentrez chez vous. Il n'est pas trop. Todd. » Puis une voiture stationnée toute une nuit devant l'immeuble abandonné où elle s'était réfugiée. Des pas dans l'escalier. Une sonnerie insistante à la porte, suivie d'un silence prolongé. Le cœur de Camille battait à tout rompre. Clara fermait les yeux, comme si cela suffisait à éloigner le danger. Enfin, Julien rappela. Sa voix était tendue. « Je suis à Paris, le dossier a été reçu, ils veulent le publier, mais ils hésitent. »« Pourquoi ?» demanda Camille. « Parce que c'est trop gros, parce qu'ils savent que ça va exploser. » Il ajouta plus bas. « Et ils ont reçu un appel. Quelqu'un leur a demandé d'attendre, de reconsidérer l'impact. » Camille comprit immédiatement. Étienne Bellamy avait activé ses leviers. Les médias, les institutions, les « pressions invisible ». Mais Julien n'avait pas l'intention de céder. « Si eux ne publient pas, je le ferai moi-même. Il faut que tu sois prête. » Le lendemain matin, Clara disparut. Elle laissa une lettre manuscrite à Camille, posée sur le coin de la table. « Je dois protéger Antoine. Je ne peux pas risquer de le perdre pour toujours. Merci de m'avoir cru. Merci d'avoir tenté. Si jamais un jour il peut lire toute la vérité, il saura que vous avez essayé. » Camille se précipita dehors. Mais il était trop tard, plus de traces. Aucune réponse à ses appels. Les quelques affaires qu'elle partageait avaient disparu. Julien revint à Lyon 2 jours plus tard. Il trouva Camille épuisée, dévastée par l'absence. Elle lui raconta tout. Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Sans Clara, on perd le témoin principal. Sans elle, ils diront que c'est une invention, que c'était une manipulation orchestrée. Camille hocha la tête. Mais elle n'avait plus peur. Alors je parlerai, moi, je raconterai. Je suis celle qui l'a trouvée, celle à qui on a menti, celle qu'on a tenté d'effacer. Julien la regarda longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. Tu es prête à tout perdre pour ça? Je n'ai déjà plus rien à perdre. Ils décidèrent alors de publier, sans appui, sans filet. Une plateforme internationale accepta de diffuser l'article, signé par Julien, accompagné du témoignage intégral de Camille, de copies des documents, des preuves, des photos. Tout. Le jour de la publication, Camille se réveilla en sursaut. Les premières notifications affluaient sur le téléphone de Julien. Les partages se multipliaient. Le mot Bellamy devenait un sujet brûlant. Certains médias tentaient de discréditer l'enquête. D'autres prenaient le relais, contactaient Camille, demandèrent des interviews. Mais Clara restait introuvable. Antoine aussi. Ce fut un chaos contrôlé. Une vérité jetée comme une pierre dans un lac trop calme. Les cercles s'élargissaient. L'histoire entrait dans l'espace public. Et Camille, pour la première fois, tenait la lumière à bout de bras. Pas pour elle. Pour un enfant qui ne pouvait plus parler. Pour une mère qui avait fui pour protéger. Pour une justice que personne ne voulait voir. Le scandale éclata comme une tempête qu'aucune digue ne pouvait contenir. Dans les jours qui suivirent la publication, Camille devint un nom que l'on murmurait dans les couloirs, que l'on lançait sur les plateaux télé, que l'on insultait sur les forums.
Elle n'était plus invisible, elle était désormais la cible. Les soutiens affluaient timidement au début, puis de plus en plus nombreux. Mais les attaques, elles, ne cessaient jamais. Des visages masqués manifestèrent devant l'immeuble de Julien. Des lettres anonymes pleines de venin s'entassèrent dans la boîte aux lettres de Camille. Une rumeur la qualifia de déséquilibrée, une autre d'ancienne amante du gouverneur, une autre encore de complotiste en quête de notoriété. Les médias officiels, prudents, relayaient les faits avec une distance gênée. Les médias indépendants, eux, reprenaient l'enquête en cascade, cherchant à confirmer chaque détail. Mais ni Julien ni Camille ne pouvaient ignorer ce vide. Central, Clara et Antoine demeuraient introuvables. Camille vivait désormais dans un appartement prêté par une ancienne amie de Julien, à l'écart, loin de son quartier, loin de son ancienne vie. Elle sortait peu, toujours accompagnée. L'anonymat s'était brisé, et avec lui la tranquillité. Elle passait ses journées à répondre à des questions, des demandes d'interview, des sollicitations de juristes, d'associations, de journalistes. Chaque mot qu'elle prononçait devenait un document, un élément, une preuve. Mais dans son cœur, l'inquiétude dominait. Un matin, alors qu'elle s'occupait de trier les dossiers avec Julien, une enveloppe fut glissée sous la porte. Pas de timbre, pas d'adresse. À l'intérieur, une photo, un dessin d'enfant. Elle s'arrêta immédiatement. C'était elle, dans un imperméable, tenant la main d'un petit garçon aux cheveux clairs. En bas, un prénom écrit d'une main hésitante, Antoine. Elle sentit ses jambes faiblir. Julien s'approcha, inquiet. Elle lui montra la feuille. Il comprit immédiatement. Il est vivant. Et il pense à toi. Au verso du dessin, une adresse, une église dans une petite commune à 1 heure de Lyon. Sans attendre, ils prirent la voiture de Julien, en silence. L'air semblait plus lourd, comme si chaque kilomètre les rapprochait d'un seuil invisible. L'église était ancienne, nichée entre des collines. Ils entrèrent dans la sacristie par une porte latérale. Une femme les accueillit, visiblement prévenue de leur venue. Elle leur tendit un mot griffonné. « Je suis désolé, je ne peux pas rester. J'ai dû fuir encore une fois. Mais je voulais que vous sachiez qu'il va bien, que vous l'avez sauvé, qu'il ne vous oubliera jamais. » Aucune signature. Mais Camille reconnut l'écriture. Clara. Elle sortit, le cœur battant, les mains serrées sur la feuille. Julien l'observait silencieux. Elle souriait. Pour la première fois depuis des semaines. Antoine était sauf, et Clara veillait. Mais le combat, lui, n'était pas terminé. Le soir même, une convocation judiciaire fut déposée. Camille devait comparaître dans une procédure en diffamation, initiée par l'équipe juridique d'Étienne Bellamy. Julien fulmina. C'est leur stratégie. Retourner la situation, te faire passer pour une menteuse devant un tribunal, sans même aborder le fond de l'affaire. Camille ne se laissa pas démonter. Elle accepta. Elle se présenta seule au palais de justice, les épaules droites, le regard ferme. Devant le juge, elle raconta tout, sans détour. Elle parla de cette nuit de pluie, du regard d'Antoine, de la peur, du silence imposé, des visites nocturnes, des menaces, de l'amour d'une mère pour son fils, de sa propre solitude et du courage qu'elle avait trouvé malgré elle. L'audience fut levée dans un silence pesant. Le verdict ne serait rendu que plus tard. Mais Camille n'avait pas besoin de décision officielle pour savoir qu'elle avait fait ce qui était juste. Quelques jours plus tard, un député lança une demande formelle d'enquête parlementaire sur les services de protection de l'enfance en lien avec des figures politiques. Le nom de Bellamy y figurait. Étienne, quant à lui, apparut sur les écrans plus froids, plus rigides que jamais. Il nia, parla de manipulation, accusa ses adversaires de cabale politique. Mais son regard était fuyant. Un vent de bascule soufflait. Le système craquait, lentement, mais irréversiblement. Et Camille, elle n'était plus une simple serveuse invisible. Elle était devenue le visage de ce que beaucoup n'osaient nommer. Elle avait perdu sa vie d'avant, mais trouvé une vérité qu'on n'efface pas. Et dans le silence d'un dessin d'enfant, elle avait trouvé sa plus belle victoire. Le lendemain de l'audience, la ville semblait s'être vidée de son tumulte habituel. Camille traversa les rues de Lyon avec une étrange sérénité. Elle savait que l'essentiel avait été dit,
que chaque mot prononcé dans cette salle de tribunal résonnerait au-delà de ces murs. Pourtant, une tension sourde pesait encore sur ses épaules. Elle n'avait pas fini. Julien l'attendait dans un petit bureau partagé qu'il avait loué temporairement. L'espace était étroit, encombré de dossiers, de câbles, d'ordinateurs, portables et de feuilles annotées. Il levait les yeux vers l'écran d'un site d'actualités étrangères qui venait de publier un article sur la résurgence de l'affaire Bellamy. Le titre était discret, mais l'image en miniature montrait la photo de Camille, prise à son insu alors qu'elle entrait au tribunal. « Tu es partout », dit-il en lui tendant une tasse de thé, « et il n'arrive pas à t'arrêter. » Camille s'assit, le regard fixé sur les lignes qui défilaient à l'écran. « Mais Clara a disparu, Antoine aussi. Sans eux, je suis juste une voix. » Julien secoua la tête. « Tu es le lien. Tu es celle par qui la vérité est entrée. Dans la lumière. Et maintenant, on doit décider de la suite. » Camille savait ce que cela signifiait. Un nouveau média voulait son témoignage, cette fois en vidéo avec son visage, sa voix, son histoire complète. Une étape décisive, un point de non-retour. Elle passa la journée à réfléchir. Elle appela l'hôpital. Odette dormait, sous sédatif. Son état s'était stabilisé, mais elle ne parlait presque plus. Camille aurait aimé pouvoir partager tout cela avec elle, mais ce n'était plus possible. Alors elle écrivit une lettre qu'elle plaça sur la table de nuit, juste à côté d'une vieille photo d'elles deux. En fin de journée, elle rejoignit Julien au studio. La salle était sombre, éclairée seulement par une lampe de bureau. Le technicien régla la caméra. Le micro était déjà en place. Julien demanda une dernière fois « Tu es sûr ? Une fois que ce sera en ligne, il n'y aura plus de retour. » Elle hocha la tête. « Il n'y a déjà plus de retour. » Elle s'assit, prit une grande inspiration et fixa la caméra. « Je m'appelle Camille Moreau, j'ai 26 ans. Je suis serveuse, ou plutôt, je l'étais. » Elle raconta tout, sans artifice, sans pause. Elle parla du café, de la nuit, de pluie, de l'enfant dans la rue, de son silence, de la gourmette, des agents, de la mère aux yeux rouges, du gouverneur aux mains propres et au cœur verrouillé. Elle parla des menaces, de l'isolement, des pertes, de la peur, des fausses accusations. Et elle parla d'Antoine, de ce petit garçon qui ne disait rien, mais qui disait tout avec ses yeux. Quand l'enregistrement se termina, le silence dans la pièce était total. Le technicien appuya sur un bouton. « C'est prêt !» La vidéo fut publiée dans la nuit. Au petit matin, elle avait été visionnée des centaines de milliers de fois, puis des millions. Les réactions furent immédiates. Une partie de l'opinion publique se souleva. Des citoyens partagèrent l'histoire. Des collectifs se mobilisèrent. Des personnalités influentes prirent position. Mais il y eut aussi les autres. Ceux qui doutaient, ceux qui insultaient, ceux qui menaçaient. Camille reçut des messages des deux camps, des remerciements pleins de gratitude, des horreurs glaçantes. Le parquet annonça l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'entourage du gouverneur Bellamy. La pression monta. Des avocats, des anciens collaborateurs, des témoins oubliés commencèrent à sortir de l'ombre. Mais rien de cela n'apaisa l'angoisse de Camille. Clara et Antoine demeuraient introuvables. Le silence autour d'eux devenait presque insupportable. Puis, une semaine après la diffusion de la vidéo, un article anonyme parut sur un site confidentiel. Il racontait l'histoire d'une mère en fuite, d'un enfant protégé. Il ne donnait aucun nom, mais tout y était. La peur, les décisions impossibles, la solitude, l'instinct maternel. Et à la fin, un message clair. Nous ne pouvons pas revenir, mais nous savons que quelqu'un s'est levé pour nous, et cela nous ne l'oublierons jamais. Julien lut l'article en silence, puis tourna l'écran vers Camille. Elle n'avait pas besoin de lire. Elle savait. Elle est vivante, murmura-t-elle, et elle sait. Le même jour, elle fut contactée par un avocat du gouverneur, officiellement pour entamer des négociations, officieusement pour lui proposer une réparation et un retour à la discrétion. Julien éclata de rire en entendant les termes employés. Camille, elle, répondit simplement « Je ne suis plus à vendre ». La semaine suivante, Étienne Bellamy annonça qu'il se retirait temporairement de la vie politique pour protéger sa famille et faire face sereinement aux accusations. Ce fut un tremblement discret mais réel, une chute amorcée. Camille, elle, n'attendait plus rien, elle avait parlé. Elle avait tenu bon, elle avait perdu son emploi, son anonymat, sa paix, mais elle avait gagné une vérité indiscutable. Et même si personne ne la remercierait officiellement, même si les honneurs ne viendraient jamais, elle savait.
Elle avait choisi la lumière, et personne ne pourrait lui enlever ça. Les mois passèrent sans fracas. Les médias, qui s'étaient enflammés pour l'affaire Bellamy, se tournèrent peu à peu vers d'autres sujets, d'autres scandales, d'autres visages. Camille vit son nom disparaître des manchettes, des débats, des écrans. Ce fut un soulagement au début, puis un vide, un silence qui, bien qu'agréable, portait en lui une forme d'invisibilité, familière. Elle trouva un nouveau logement, modeste, dans une commune voisine, un petit studio avec une fenêtre donnant sur des platanes. Elle s'inscrivit à des cours du soir, hésita entre l'assistance sociale et la documentation juridique. Finalement, elle opta pour les deux. L'envie de comprendre le système qui l'avait broyé, puis celle de contribuer à le réparer, l'avait prise aux tripes. Julien poursuivit ses enquêtes. Il venait la voir de temps en temps, toujours avec un carnet sous le bras, des cernes sous les yeux et un enthousiasme intact. Leur lien s'était transformé, de l'urgence à la confiance, de l'action à la mémoire partagée. Ils ne parlaient plus du gouverneur, ni de Clara, ni même d'Antoine, mais tout cela vivait entre eux sans avoir besoin d'être dit. Un jour de printemps, Camille reçut un courrier inhabituel. Pas de timbre, pas de logo. Une simple enveloppe beige, glissée à la main dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, un dessin à la main, un paysage enfantin, un grand arbre, une maison, un chat sur un mur, et deux personnages, l'un petit, blond, souriant, l'autre une femme aux cheveux attachés, vêtue d'un long manteau tendant la main vers l'enfant. En bas du dessin, quelques mots maladroits en lettres majuscules. « Merci de m'avoir sauvé, Antoine ». Elle ne pleura pas. Elle resta simplement là, le dos appuyé contre la porte, le dessin entre les mains. Puis elle remarqua quelque chose de plus discret. Un petit sachet de tissu brodé contenant une fleur séchée, une violette, et un petit broche ronde, argentée, gravée des initiales CB. Camille comprit. Clara avait retrouvé un moyen de lui répondre, de boucler le cercle, de faire savoir en silence que la vie avait repris ailleurs, autrement. Elle pensa à eux, loin, peut-être sous un autre nom, dans une autre langue. Mais ensemble, vivants, libres. Elle encadra le dessin et le posa sur la commode, à côté de la seule photo qu'elle avait gardée de sa famille. Ce n'était pas un trophée. Ce n'était pas une preuve, c'était une mémoire, un rappel qu'un geste, un seul, pouvait tout changer, même dans le silence, même sans reconnaissance. À l'hôpital, Odette s'éteignit paisiblement quelques semaines plus tard. Camille était là. Elle lui tint la main jusqu'au dernier souffle. Elle lui murmura que tout allait bien maintenant, qu'elle n'avait plus peur, qu'elle était debout. Lors de la cérémonie, peu de gens vinrent, mais Julien était là. Et une jeune femme aux cheveux châtains, inconnue, s'approcha à la fin, déposa une fleur et disparut sans un mot. Camille comprit sans avoir besoin de questionner. Les jours reprirent leur cours, mais rien n'était comme avant. Camille se leva tôt, étudiait, travaillait à mi-temps dans une bibliothèque de quartier, riait parfois, pleura peu. Elle vivait sans bruit, mais avec une force nouvelle. Un matin, alors qu'elle traversait un square pour aller à ses cours, elle vit un petit garçon courir après un ballon. Il trébucha, se releva, rit. Son père le rejoignit, le souleva, l'embrassa. Une scène ordinaire. Mais pour Camille, ce fut un miracle. Elle s'assit sur un banc, ferma les yeux. Elle pensa à tous les enfants qu'on ne voyait pas, à toutes les Camilles qu'on effaçait. Et elle sut qu'elle n'avait rien perdu, qu'elle avait tout trouvé. Elle n'était pas une héroïne. Elle était un écho, un acte courageux qu'aucune machine ne pourrait effacer. Une voix qui, dans le silence, avait dit « non ». Et dans un coin du monde, un petit garçon savait. Pour lui, elle était l'abri, la lumière, la preuve que parfois, un geste suffit pour tout changer.